Dans ce premier épisode de La Chambre des Lettres, nous entrons dans un territoire mouvant, instable, vertigineux, celui du corps double, du désir désaxé, de l'identité troublée, celui de l'androgynie, telle qu'elle se déploie, s'invente, se déchire dans la littérature du XIXe siècle, non pas comme motif décoratif ou simple curiosité marginale, mais comme interrogation centrale. Une faille dans la conception d'un soi unifié, stable, genré. Une tentative, tantôt rêveuse, tantôt douloureuse, parfois cruelle, de penser ce que serait un être qui ne se laisserait pas réduire à la binarité. Chez Gautier, l'androgynie est une ivresse de beauté. Avec Mademoiselle de Maupin, il compose un personnage qui défie les codes, non pour les détruire, mais pour les sublimer. Madeleine, travestie en Théodore, ne se contente pas d'être une femme déguisée en homme. Elle devient un être autre, un idéal esthétique, une synthèse impossible entre féminin et masculin. Elle incarne le fantasme romantique du double parfait, figure éblouissante qui trouble tous les désirs parce qu'elle les contient tous. Dans ce récit, le genre devient art, performance, illusion splendide. Une fiction qui fascine parce qu'elle se sait fiction. Balzac, quelques années plus tard, transforme le rêve en chair. Avec Camille Maupin, il donne corps au fantasme, mais en l'installant dans le monde social. Félicité Destouches est une écrivaine, une intellectuelle, une femme qui pense, débat, publie. Elle écrit sous nom d'homme, fréquente les cercles littéraires, manie l'esprit avec autorité. Mais elle aime aussi et aime en femme, avec une intensité grave, parfois douloureuse. En elle, les tensions s'incarnent. L'utopie devient une contradiction vécue. Camille ne détruit pas les frontières, elle tente de les traverser, de les négocier, de s'y installer. Elle incarne un compromis instable, une forme d'équilibre que le siècle observe avec fascination. Avec George Sand, l'androgynie prend une tournure plus intime, plus tragique. Dans Gabriel, l'identité devient blessure. Le personnage, élevé comme un garçon, découvre à l'âge adulte qu'il est une fille. Ce retournement n'est pas seulement biologique, il est existentiel. Gabriel se retrouve étranger à lui-même, inapte à aimer, sans renoncer à ce qu'il est devenu. Trop femme pour les hommes, trop homme pour les femmes. Il ou elle est toujours de trop ou pas assez. Là où Camille trouvait une voie, même douloureuse, Gabriel ne rencontre que silence, rejet, solitude. C'est l'échec d'une utopie. Le genre n'est plus une esthétique, ni un projet, mais une entrave. Et puis, il y a Rachid et Monsieur Vénus. Avec Raoul de Vénérande, l'androgynie ne cherche plus à concilier, à équilibrer. Elle renverse, elle prend, elle invente. Raoul n'imite pas, elle façonne, elle crée un homme à son image, le modèle le détruit. Elle incarne un troisième genre, non pas entre les deux, mais au-delà, ailleurs. Elle ne cherche pas dans le miroir, elle le brise. L'écriture devient pouvoir de transformation. Le corps devient matière, le genre devient théâtre. Ce parcours littéraire trace une trajectoire, d'un idéal romantique à une révolte moderne, d'un fantasme de beauté à une critique de la norme, d'un corps rêvé à un corps transgressé. Le XIXe siècle, souvent perçu comme rigide, conservateur, a en réalité produit certaines des figures les plus complexes et audacieuses du trouble identitaire. Ces récits disent quelque chose de profond sur le rapport que cette époque entretient avec la vérité du soi, avec la part d'invention que contient toute identité. Écouter ces textes aujourd'hui, c'est entendre les battements d'un siècle inquiet, à la fois fasciné par la norme et attiré par la transgression. C'est se pencher sur des figures qui, dans leur fiction, ont ouvert la voie à des questionnements encore brûlants. C'est peut-être tendre l'oreille à cette part androgyne en nous que la littérature sait nommer là où le langage ordinaire échoue. Ces textes n'apportent pas de certitude. Ils dessinent des figures mouvantes, des désirs flottants, des identités en tension. Ils témoignent d'un siècle, fasciné par l'ordre, mais troublé par ce qui le défie. Un siècle où l'écriture devient l'espace d'une expérimentation intime, silencieuse parfois, mais radicale. Alors laissons les voix venir à nous, écoutons ce qui se dérobe, ce qui vacille, ce qui n'a pas encore trouvé sa forme. Et peut-être faut-il commencer par l'une des plus insaisissables d'entre elles. En 1835, Théophile Gautier publie Mademoiselle de Maupin. Un roman aussi libre que déroutant, où le trouble n'est pas un accident, mais le cœur même du récit.
On y entre comme dans un songe, dans un monde où les identités glissent, se travestissent, s'inversent, sans jamais se fixer. L'androgyne n'y est ni une figure marginale, ni un simple artifice narratif, mais un idéal vibrant, esthétique, sensuel et dangereux. Dès la préface, Gautier ouvre une esthétique nouvelle, affranchie des devoirs moraux et des finalités utilitaires. L'art, dit-il, ne doit rien à la vertu, ni à la vérité, ni à l'ordre. Il n'a d'autre justification que sa beauté propre. Et c'est dans ce refus de l'utile, dans cette revendication de la gratuité du geste artistique, que s'ouvre un espace pour accueillir ce que la société rejette ou redouble. Le flou, le masque, le désir désaxé, l'identité changeante. C'est là que Théodore prend vie, dans les plis mouvants d'une identité qui refuse de se figer, ou plutôt que Madeleine devient Théodore, et que commence l'un des plus fascinants récits du soi double que la littérature du XIXe siècle ait produit. Le roman s'ouvre par une préface désormais célèbre, souvent citée comme le manifeste inaugural de l'art pour l'art. Pourtant, elle est bien plus qu'un simple refus de la morale. Elle est déjà une promesse de glissement, une invitation à perdre ses repères. Gautier y écrit, je cite, « Il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien. Tout ce qui est utile est laid. » Dans cette provocation, tout est déjà là, la beauté comme absolue, l'inutile comme liberté, et, en filigrane, l'androgyne comme une figure esthétique idéale. Car qu'est-ce que l'androgyne, sinon ce qui échappe à toute fiction ? Ce personnage étrange, multiple, trouve son origine dans une figure bien réelle. Gautier s'inspire de Julie d'Aubigny, dite Mademoiselle de Maupin, cantatrice et escrimeuse du XVIIe siècle. Femme libre, provocatrice, travestie par goût et par nécessité, elle incarna dans la vie même ce que le roman transforme en mythe, une identité en mouvement, affranchie des genres et des lois. Mais dans le texte, cette inspiration devient matière poétique. Madeleine ne rejoue pas la vie de Julie, elle en déploie la puissance symbolique. Gautier ne cherche pas à représenter une femme déguisée en homme. Il ne donne pas à voir une simple comédie de travestissement. Ce qui compose, c'est une métamorphose, une traversée des apparences et des rôles, une exploration incarnée du masculin comme expérience vécue. Madeleine ne joue pas, elle devient. Je cite, « Je n'étais plus Madeleine de Maupin, mais bien Théodore de Serrane. En vérité, ni l'un ni l'autre de ces deux sexes n'est le mien. Je suis d'un troisième sexe, à part, qui n'a pas encore de nom. » Le roman adopte une forme épistolaire singulière, structurée comme un diptyque. D'abord, Albert écrit à son ami Sergius. Il exprime sa lassitude du monde et son trouble croissant pour Théodore, ce jeune homme à la beauté presque impossible. « Ce que je sens pour ce jeune homme est vraiment incroyable. Jamais aucune femme ne m'a troublée aussi singulièrement. » Albert ne sait plus ce qu'il désire, ni ce que ce désir fait de lui. Le trouble n'est pas une perturbation passagère, il devient un état, une épreuve de l'identité. Dans la seconde partie, Madeleine écrit à son amie Graciosa. Le lecteur découvre alors que Théodore est une femme, mais cette révélation ne résout rien. Elle ne clôt pas le mystère, elle l'ouvre davantage. J'étais un homme, ou du moins j'en avais l'apparence. La jeune fille était morte. L'androgyne n'est pas un masque à retirer. Il est le seuil à franchir. Une condition nouvelle, à la fois choisie et subie. Ce jeu de dévoilement différé, où le lecteur est à la fois complice et trompé, prolonge le trouble au lieu de l'éteindre. Il épouse la logique même de l'androgyne, être double, miroir, énigme. L'androgyne ne se laisse pas saisir d'un seul regard, ni d'un seul récit. Et pourtant il attire, comme une forme ancienne et sacrée. Ce que j'envie le plus aux dieux monstrueux et bizarres d'Inde, ce sont leurs perpétuels avatars et leurs transformations innombrables. Le fantasme est clair, celui d'un être total, au-delà du sexe, de la chair, du temps. Mais cette figure idéale dans le roman ne conduit pas à la paix. Elle provoque des déséquilibres, des désirs sans issue, des amours impossibles. Il est très heureux pour moi que Théodore soit une femme, il est très malheureux pour Rosette que ce ne soit pas un homme. Le même être fait le bonheur de l'un et le désespoir de l'autre. L'androgyne fascine parce qu'il ne se laisse pas aimer sans perte. Dans cette beauté excessive, presque surnaturelle, Gautier façonne le corps de Théodore comme une œuvre d'art. Il avait l'air, non du plus beau des hommes, mais de la plus belle des femmes. Le corps devient un objet plastique, à la frontière du réel et du mythe, où se mêlent Adonis
Hermaphrodite, Ganymède et les divinités changeantes de l'Inde. Mais ce corps n'est pas seulement regardé, il agit, il transforme, il performe. Et là encore, Gautier touche à une vérité que la théorie formulera plus tard. Ce que Judith Butler nommera la performativité du genre, l'idée que le genre est un rôle, un effet du langage et du geste, se devine déjà ici. À force d'entendre tout le monde m'appeler monsieur, j'oubliais insensiblement que j'étais une femme. Le déguisement n'est plus un mensonge, mais un apprentissage. Le corps suit, l'esprit consent, l'identité se réécrit. Mademoiselle de Maupin est bien plus qu'un roman provoquant. C'est un texte pionnier, un geste poétique et politique. En refusant de réduire, d'expliquer et de juger, Gautier offre un espace d'ambiguïté souveraine. L'androgynie y est à la fois art et blessure. Un être trop beau pour appartenir à un genre trop libre, pour appartenir à une société trop seule, pour aimer sans brûler. Et c'est peut-être cela, au fond, que le XIXe siècle révèle dans ce texte. Que la beauté n'a pas de sexe, que l'identité ne tient jamais en place, et que le trouble, peut-être, est déjà une forme de vérité silencieuse. Mais ce trouble si éclatant chez Gautier ne reste pas à l'état de rêve. Quelques années plus tard, un autre écrivain s'en empare pour la faire descendre dans le réel. C'est ce que Mademoiselle de Maupin effleure dans la lumière incertaine de la fiction. Béatrix de Balzac l'inscrit dans le tissu social, dans le visible, le politique, le vécu. Avec Camille Maupin, alias Félicité des Touches, l'androgyne n'est pas un mirage. Il devient figure publique, une femme qui pense, écrit, débat. L'idéal se confronte alors à la gravité du monde et l'utopie devient tension. Car Camille Maupin n'évolue plus dans les marges de l'imaginaire. Elle entre dans la sphère du regard collectif, là où les écarts deviennent fautes et les différences menacent. À travers elle, Balzac ne célèbre pas une figure de l'entre-deux. Il ausculte les lignes de fracture qu'elle provoque. Camille n'est pas une héroïne à aimer. Elle est une anomalie à observer, à redouter, parfois à exclure. Et il faut le souligner, cette figure de l'écrivaine libre, de la femme dégagée des rôles imposés, Balzac la modèle en partie à partir d'une femme bien réelle, George Sand, dont le nom masculin disait déjà l'écart. Comme elle, Camille fume, chasse, écrit, choisit ses amants. Comme elle, elle fascine, trouble et suscite l'admiration autant que le rejet. Mais là où Sand vit, Camille devient fiction. Et c'est cette mise en fiction qui révèle l'effroi silencieux que suscite une femme qui autorise à penser et à désirer sans masque. Ce n'est plus l'androgynie rêvée, plastique, esthétique. C'est une altérité active, incarnée, qui dérange parce qu'elle agit. Camille Maupin n'échappe pas seulement au rôle du genre. Elle trouble la logique même qui les fonde. Et c'est ce dérèglement silencieux, profond, que Béatrix met en scène. Dès les premières pages, le trouble est nommé. Félicité des Touches, le nom de plume de Camille Maupin, est qualifié de créature amphibie. Elle n'est ni homme ni femme. Ou plutôt, elle est trop des deux à la fois. Trop forte pour inspirer la tendresse, trop libre pour incarner le désir, trop visible pour être tolérée. Je cite. Tout guérande et sent dessus-dessous de la passion du chevalier pour cet être amphibie qui n'est ni homme ni femme. Ce que Balzac suggère ici, c'est que l'androgyne dans la société n'est plus un fantasme éthéré, c'est une perturbation concrète, une silhouette impossible à classer, une identité qui dérange, non pas pour ce qu'elle fait, mais pour ce qu'elle est. Camille, en existant ainsi, sans se plier, devient une menace. Elle n'est pas seulement perçue comme atypique, elle est vue comme monstrueuse. Cette monstrueuse créature, qui tenait de la sirène et de l'athée, formait une combinaison immorale de la femme et du philosophe. Trois figures se croisent, la séductrice, l'hérétique, l'intellectuelle, autant dire trois figures interdites, à la fin du XIXe siècle. Balzac les assemble dans une seule, comme pour mieux faire apparaître le vertige qu'elle provoque. Camille est trop complète, trop souveraine, trop extérieure au rôle. Et pourtant elle aime, et c'est là que le tragique se noue. Elle aime Calyste, jeune homme d'une beauté calme, d'un romantisme un peu vide. Elle ne séduit pas, elle le forme, elle le guide, elle l'élève, et c'est précisément pour cela qu'il ne la désire pas. Vous avez démontré que Camille est un garçon. Elle nage, elle chasse, elle monte à cheval, elle fume, elle écrit. Chaque mot dans cette énumération écarte Camille de l'idéal féminin. Elle n'est pas douce, gracieuse, docile. Elle agit, elle pense, elle décide. Et ce sont là des gestes qui, dans l'univers balzacien,
dessine un féminin insupportable. La scène où Camille, abandonnée, se noie dans la fumée de son hookah est peut-être la plus bouleversante du roman. Elle passa la plus grande partie de la nuit à fumer, engourdissant ainsi les douleurs de son amour. Le silence, la lenteur, l'effacement progressif, tout y est dit, une solitude qui n'est pas seulement effective, mais structurelle. Camille n'est pas rejetée pour ce qu'elle fait. Elle est abandonnée pour ce qu'elle incarne. Et la condamnation finale est d'une brutalité nue. Vous avez jeté cette fille audacieuse et perverse, pieds et poings liés devant Dieu. Ce n'est pas un adieu, c'est un sacrifice. Camille est livrée au jugement divin, comme une faute à corriger, un excès à purifier. Elle ne meurt pas, mais elle est effacée, non pas haïe, oubliée. Car au fond, Béatrix est moins un roman d'amour qu'un duel symbolique. Deux femmes se font face, Camille Maupin qui pense, agit, aime, et Béatrix de Rochefield qui séduit, se tait, s'offre au regard. L'une construit, l'autre incarne. Et c'est Béatrix que Calyste poursuit. Non parce qu'elle le rend heureux, elle le méprise, mais parce qu'elle fascine, parce qu'elle s'inscrit dans une logique sociale du désir, fait de silence et de masques. Mais il n'épouse ni l'une ni l'autre. Il épouse Sabine, douce, discrète, patiente. Figure d'un féminin plus conforme, plus apaisant. Ce choix pourtant n'est pas une victoire, c'est une réconciliation. Une forme de paix trouvée dans le retrait, car ni Béatrix ni Camille ne peuvent être aimées sans rompre l'ordre. Mais ni la grandeur de Théodore ni la lucidité de Camille ne trouvent d'issue. L'une reste un rêve trop pur, l'autre une présence trop forte. L'androgyne sous leurs traits fascine, trouble, mais ne peut s'ancrer durablement dans le monde. Trop libre pour être accepté, trop vrai pour être nié. Et pourtant, d'autres voix cherchent encore à inventer une forme d'existence possible. Entre les lignes, entre les genres. Une voix notamment s'élève, plus discrète, plus douloureuse, mais tout aussi radicale, celle de George Sand, qui, dans Gabriel, ne rêve plus d'être un être parfait, ne dresse le portrait d'une femme invincible, mais raconte une blessure vive, celle d'un être épris entre deux identités, incapable d'aimer sans se perdre. Avec Gabriel, l'androgyne devient le théâtre d'un drame intérieur. Non plus une utopie, non plus une menace, mais un vertige intérieur, une solitude nue. Et peut-être, dans ce murmure, commence-t-on à entendre non plus seulement ce que l'androgyne incarne, mais ce qu'il éprouve. Il arrive un moment dans ce parcours, à travers les figures du soi, où l'éclat se retire, où les masques tombent, et où ne reste que le silence d'une vérité nue. Avec Gabrielle, George Sand ne cherche pas à troubler, ni à séduire. Elle n'exhibe pas un être hors norme pour en faire un spectacle. Elle tend plutôt l'oreille à une voix intérieure, incertaine, brisée. Celle d'un personnage qui ne sait plus qui il est, parce qu'on lui a refusé d'être tout court. Il n'est plus question ici d'un travestissement choisi, d'une posture assumée, mais d'une identité imposée, puis brisée. L'âme refuse un secret que le corps trahit. Le monde exige un rôle que la conscience rejette. Le roman devient alors le théâtre d'un déchirement, celui d'une vie bâtie sur un mensonge fondateur. Avec une pudeur poignante, Sand explore ce que signifie être en décalage constant avec l'image qu'on vous renvoie, avec la chair que l'on porte, avec le regard que l'on subit. Gabriel, loin de toute emphase, confie dans un souffle ce que d'autres hurlent à pleine voix. Et dans ce souffle, Sand nous oblige à entendre ce que le monde s'efforce de taire. Gabriel, dans son trouble et sa douleur, impose notre regard là où la norme détourne le sien. Il ne cherche pas la provocation, ni la victoire, il cherche la vérité, même si elle doit lui coûter la vie. Dès les premières pages, le projet est clair. Gabriel n'est pas une victime de circonstances, mais le produit d'un système, élevé en homme, pour hériter d'un titre. Il est le fruit d'un travestissement non choisi, pensé par d'autres, imposé dès l'enfance. Le précepteur, d'une froideur doctrinaire, expose son programme éducatif. Dès sa plus tendre enfance, il a été pénétré dans la grandeur du rôle masculin et de l'abjection du rôle féminin dans la nature et dans la société. Ce n'est pas seulement l'identité que l'on modèle, mais l'imaginaire du genre lui-même, sculpté à coups de fresques violentes, de récits d'oppression, de symboles terrifiants. Le féminin devient, dès le berceau, l'image de l'échec et de la honte. Et pourtant, quelque chose en Gabriel résiste. Une zone de silence en lui ne consent pas. Il confesse. Je ne sens pas que mon âme est un sexe.
comme vous tâchez souvent de me le démontrer. Dans l'une des phrases les plus modernes du texte, Sand ne parle pas ici d'un choix d'identité, mais d'un sentiment d'inadéquation entre l'être profond et l'ordre imposé. L'âme, ce lieu de vérité, échappe aux normes binaires. Ce flou trouble également ceux qui croisent Gabriel, à commencer par Astolphe. Attiré, fasciné, il désire sans comprendre. C'est le trouble amoureux dans toute sa puissance désorientée. Je me persuade que tu es une femme, et quoique je sache le contraire, cette chimère s'est emparée de mon imagination, comme ferait la réalité. Le roman ne ridiculise pas ce trouble, il l'accueille. Il montre combien le désir peut se loger dans l'entre-deux, dans l'incertain, dans la vibration du non-dit. Astolphe est ému par un être qui transcende les catégories. Ni tout à fait homme, ni femme seulement, mais présence unique, sensible à la fois, forte et fragile. Mais cette présence, justement, ne peut durer. Quand la vérité du corps s'impose, le monde social reprend ses droits. Gabriel devient Gabriel, deux L E. Et c'est là que surgit une douleur abyssale. Depuis le jour fatal où ce secret funeste m'a été dévoilé, je ne me suis jamais endormie sans remettre mon âme entre vos mains. Le féminin n'est pas ici une conciliation, il est une assignation. Gabrielle ne devient pas elle-même, elle devient ce qu'on lui dit d'être. Et ce refus d'entrer dans le rôle féminin culmine dans la scène du refus du mariage où Sand donne à sa protagoniste une parole de feu. Je me refuse à ce dernier outrage et, plutôt que d'en subir l'affront, je déchirerai cette poitrine, je mutilerai ce sein. Ici, la féminité devient blessure, exposition forcée, négation de l'intériorité. Et Gabriel choisit l'intégrité dans la solitude, plutôt que la conformité dans le mensonge. Ce n'est ni un manifeste ni plaidoyer. Gabriel est une traversée, une épreuve, une mise à nu, un texte qui ne délivre pas de réponse, mais tend un miroir aux contradictions les plus profondes de l'identité. Au fond, Sand nous dit peut-être ceci, que le genre n'est pas seulement une question de rôle ou d'apparence, mais une expérience vécue, parfois tragique, souvent inattendue, où l'âme cherche sa forme dans un monde qui ne lui en propose qu'une. Mais que faire quand ce monde obstinément refuse d'entendre, quand la blessure devient chair et la chair puissance? Après l'abîme silencieux de Gabriel, une autre voix s'élève, non plus hésitante, ni déchirée, mais tranchante, souveraine, incandescente. Avec Rachilde, le trouble n'est plus une faille à dissimuler, il devient programme. Le genre n'est désormais plus subi, il est retourné, transfiguré, revendiqué. Raoul de Vénérande, héroïne de Monsieur Vénus, ne demande ni refuge, ni reconnaissance. Elle ne fuit pas la norme, elle l'écrase. Elle façonne le masculin comme une œuvre renverse la logique du désir. L'androgyne, ici, ne compose plus les genres. Il s'en arrache. Il n'est plus entre deux, mais hors tout. Ce n'est plus une voix qui interroge ou qui doute. C'est une voix qui tranche, qui affirme, qui dérange. Avec Monsieur Vénus, publié en 1884, le trouble du genre cesse d'être une faille, ou une tension. Il devient un acte de création radicale, une prise de pouvoir, une réécriture volontaire des corps et des rôles. Rachilde, de son vrai nom Marguerite Emery, n'a que 20 ans lorsqu'elle publie ce texte, mais elle le signe déjà d'un titre d'homme de lettres. Non par coquetterie ou nécessité éditoriale, mais comme une déclaration d'intention. L'identité pour elle est un terrain à conquérir, un costume à choisir, à détourner, à brûler. Ici, l'androgyne n'est plus un rêve romantique, ni un vertige intime. Il devient une forme monstrueuse de pouvoir. Le roman ne raconte pas un trouble. Il met en scène une opération. Raoul de Vénérande, héroïne souveraine, aristocrate, indifférente à toute morale, rencontre Gilbert. Jeune ouvrier fleuriste. Elle ne l'aime pas. Ou si elle l'aime, ce n'est pas comme un sujet aime un autre, mais comme un sculpteur travaille la matière. Elle le choisit, le prend, le modèle. Elle le féminise, le soumet, l'achète, le transforme en créature hybride, en objet de beauté pure. Dans Monsieur Vénus, le genre n'est plus une question, c'est un matériau, un décor, une surface à manipuler. Le féminin ne réside plus dans un corps, mais dans un effet, une posture, une soumission codée. Raoul n'imite pas l'homme, elle dépasse. Elle impose sa propre mythologie. Elle ne cherche pas un miroir, elle le brise, puis en recueille les éclats pour en faire une œuvre. Dans cette logique, l'amour devient un travail de stylisation, une œuvre d'art sombre et glacée. Le corps de l'autre est un territoire à conquérir, à orner, à détruire si nécessaire. Et dans cette conquête, Monsieur Vénus ne cherche aucune réconciliation. Il ne tente pas de faire coexister masculin et féminin.
Il invente un au-delà du genre. Un territoire étrange, déroutant, où l'on ne reconnaît plus les formes familières du désir ou de l'identité. Avec Rachid, la littérature du XIXe siècle bascule dans une esthétique de la cruauté. L'androgyne cesse d'être une figure fragile ou sublime, il devient une figure de domination. Le trouble n'est plus ce que l'on éprouve, c'est ce que l'on provoque. Raoul de Vénérande ne cherche pas l'amour, elle cherche une matière, un support, un corps à modeler, à soumettre, à réinventer. Jacques Silver, jeune fleuriste, est choisi non pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il peut devenir, ou plutôt pour ce qu'elle peut faire de lui. Dès le début, le roman ne se construit pas autour d'une rencontre, mais autour d'une opération. Raoul n'aime pas, elle façonne, elle ne cède pas au trouble, elle le provoque. Et ce trouble, loin d'être sentimental, est avant tout esthétique. Jacques est perçu comme une beauté ambiguë, instable, inclassable. Son corps encore masculin est déjà menacé. La main est fine, le geste trop souple, la voix trop douce. Les mains assez larges, la voix boudeuse, et les cheveux plantés drus étaient en lui les seuls indices révélateurs de son sexe. Tout est déjà flou. Le masculin ici est un effort d'apparence. Le féminin un glissement naturel. Il ne reste plus qu'à l'activer. Raoul l'achète littéralement. Elle l'arrache à son milieu, le tire hors de lui-même, le recrée. Elle ne cherche pas à l'aimer, elle cherche à l'annuler comme sujet. Ce qu'elle méprise, c'est l'homme. Ce qu'elle adore, c'est l'image. Elle avait acheté un être qu'elle méprisait comme homme et adorait comme beauté. Elle transforme Jacques en femme, mais ce n'est pas une féminisation sentimentale ou compassionnelle. C'est une esthétique de la passivité, de la douceur rendue visible, de la soumission érigée en ligne claire. Jacques devient peu à peu un objet de décoration, une figure féminine vide, une silhouette offerte au regard mais privée de la parole, une épaisseur de résistance. Il ne subit pas cette transformation dans la douleur, du moins pas au début. Il y entre comme dans un jeu, se prenant à être une femme pour le plaisir de l'art. Il joue à être femme et ce jeu le précipite hors de lui-même. Le plaisir est réel, mais il est sans retour. Mais cette fiction n'a rien d'un récit d'amour, c'est un laboratoire, un huis clos, où le genre est disséqué, recomposé, désintégré. Rachilde n'inverse pas seulement les rôles, elle les dissout. Raoul ne devient pas un homme, elle devient autre chose. Jacques ne devient pas une femme, il devient un espace de projection. Ce qui se joue, c'est la destruction d'une binarité. Et cette destruction n'est pas politique, elle est poétique, sculptrice, féroce. À son oreille bruissellent les chants d'un amour étrange, n'ayant pas de sexe et procurant toutes les voluptés. L'union entre Jacques et Raoul n'est pas fondée sur une fusion des êtres, mais sur un projet partagé. Celui d'en finir avec ce qu'ils étaient, avec ce que l'on avait assigné. Et cette phrase terrible, glacée, revient comme une profession de foi. Ils s'unissaient de plus en plus dans une pensée commune, la destruction de leur sexe. Ce n'est pas un roman sur le genre, c'est un roman contre le genre, contre la stabilité des identités, contre la fixité des genres. Raoul ne se demande jamais qui elle est. Elle décide, elle agit, elle impose, elle n'exprime pas, elle transforme le langage dans Monsieur Vénus ne sert pas à nommer ce que l'on ressent, mais à inscrire ce que l'on fait. L'action prime sur l'émotion, le geste sur le sentiment. Il ne reste rien de la voix fragile de Gabriel, rien non plus du rêve androgyne de Théodore. Il ne reste qu'une volupté nue, implacable, froide, une esthétique de domination. Car tout dans le roman est soumis à une logique de pouvoir. Les mots, les gestes, les corps, jusqu'aux sensations elles-mêmes. Raoul ne cherche pas l'extase, elle cherche l'effet. Elle l'organise, distribue, compose, elle met en scène. Son désir n'est pas un feu, c'est une lumière crue, presque clinique. Elle ne se laisse jamais dérober. C'est elle qui décide des termes, des rôles, des limites. Mais Jacques, de son côté, tente parfois de résister. Mais souvenez-vous donc que je suis un garçon, moi, un camarade d'enfance. Mais cette parole arrive trop tard, elle ne rencontre rien. Raoul ne l'entend pas, le texte non plus. À mesure que le récit avance, Jacques se vide. Il perd sa voix, sa volonté, son corps propre. Il devient image, et l'image chez Rachid n'est pas une consolation. C'est une fin, un point de fixation, une mort suspendue. Ce qui attend Jacques n'est pas la fusion, ce n'est même pas la disparition, c'est la vitrification, la cristallisation d'une beauté sans vie. Lorsqu'il meurt, ce n'est pas dans un fracas d'un adieu tragique, c'est dans le silence d'une salle close. Il est empaillé, reconstitué, offert à la contemplation. Il devient un corps muséal, un souvenir figé du fantasme de l'autre. Et cette métamorphose ultime est annoncée dès les premières défigurations, quand Raoul s'applique à effacer en lui toute trace du masculin.
On l'avait fait si pis dans les endroits les plus secrets de son être que la folie du vice prenait les proportions du tétanos. Jacques n'est plus un homme, ni une femme, ni même un être, il est devenu une œuvre. Et dans cette œuvre, il n'y a plus de mouvement, plus de trouble, plus de souffle. Tout est fini, tout est à sa place. Le genre est mort, le désir aussi. Il ne reste que le style, une beauté parfaitement glacée, un esthétique du néant. Et c'est peut-être là au fond que Rachilde est la plus radicale. Non pas parce qu'elle transgresse, mais parce qu'elle refuse toute réconciliation. Elle ne cherche ni harmonie, ni équilibre. Elle choisit la forme contre la vie, le contrôle contre l'émotion, l'image contre la chair. Elle pousse à son extrémité cette logique du XIXe siècle, qui voulait que la beauté soit plus vraie que le réel. Et elle en révèle le prix, la mort de celui qui, un jour, a été vivant. Ainsi s'achève cette traversée des corps doubles du XIXe siècle, non pas comme une histoire du genre, au sens moderne, mais comme un cheminement à travers les formes littéraires du trouble. Chez Gautier, l'androgyne est un éclat d'idéal, une beauté souveraine, libre parce qu'elle est irreprésentable. Chez Balzac, il devenait une figure en tension, observée, questionnée, rejetée. Sand, quant à elle, en faisait le lieu d'une blessure, une dissonance entre l'âme et la chair, entre l'être et le monde. Rachilde, enfin, portait ce trouble à son extrême limite, le métamorphosant en œuvre, en puissance froide, en esthétique de la domination. À travers ces récits, on entend battre quelque chose de profond, non pas une revendication identitaire, mais une expérimentation de la forme du soi. Le genre y est perçu comme une posture, comme matière, comme masque parfois, mais aussi comme fracture, comme vertige, comme feu. Ces textes ne construisent pas un discours unifié, il ouvre un espace, un théâtre, une scène mouvante où se joue l'impossible stabilité de l'identité. Mais ce théâtre n'est pas toujours celui du conflit. Il peut être aussi celui du rêve, de l'évanescence, de l'idéal. Car si le siècle a confronté le corps à ses limites, il a aussi imaginé ce qui pourrait s'en échapper. L'androgyne n'est pas toujours blessé, brisé ou glacé. Il est aussi parfois une illusion sublime, une forme flottante, presque mystique. Il peut devenir mirage, ce que nous explorons dans la seconde partie de la Chambre des lettres, où le trouble ne s'incarne plus dans un corps à posséder ou à détruire, mais dans un fantasme à poursuivre. De Fragoletta à Serafita, en passant par Zambinella et Madame Adonis, nous verrons comment l'androgyne devient une figure rêvée, un leurre poétique, une illusion du genre, et peut-être, en creux, le reflet d'un désir sans objet. Car peut-être en poursuivant ces figures rêvées, ne cherchons-nous pas à nommer un genre, mais à retrouver une absence, une faille, un feu, une forme sans contour qui nous regarde encore.